Aujourd'hui, on parle des moments que la WWE t'a cachés sur Chyna. Elle était la 9e merveille du monde. La première femme à détenir 2 fois le championnat intercontinental. Une pionnière qui a ouvert la voie à toute la division féminine d'aujourd'hui. Sa carrière a aussi été marquée par des sketchs délirants de l'Attitude Era, des chagrins d'amour bien réels et des controverses qui ont fait la une des journaux. On va parler des coups sauvages, des humiliations, du désordre des coulisses et des détours qui ont défini son héritage. Bienvenue dans l'obscurité des vestiaires, ouvrons le dossier classé, ce que la WWE te cache sur Chyna. Avant qu'on plonge dans ce dossier, si tu veux continuer à briser le kayfabe avec moi, abonne-toi et active la cloche. Ici, on ne lit pas les communiqués officiels, on cherche la vérité. C'est fait? Alors, on commence. Chyna a fait irruption à la télévision de la WWE au début de l'année 1997. Les muscles silencieux de la Generation X. À une époque où les femmes étaient surtout là pour attirer l'attention ou comme manager, elle avait l'air d'avoir sa place dans un concours de culturisme. Sa musculature était si imposante que les catcheurs masculins avaient peur quand elle les fixait, en mettant des coups bas aux hommes et en évitant les habituels combats à l'arraché entre femmes. Elle a forcé les fans à reconsidérer ce qu'une femme pouvait faire dans ce ring. La WWE aime te rappeler qu'elle a remporté le championnat féminin à WrestleMania 15, qu'elle a été la première femme à participer au Royal Rumble. Ce qu'elle oublie par ailleurs, ce sont les moments crus, sans filtre, où elle a humilié ses adversaires masculins, ou s'est faite humilier elle-même. On va les rouvrir un par un. Automne 1999. Jeff Jarrett incarne un personnage de chauvin misogyne. Il se promène avec des appareils de cuisine et réprimande les athlètes féminines. Dans les semaines précédant Unforgiven, il attaque des femmes avec des poêles à frire et des rouleaux à pâtisserie. Chyna en a assez. Lors d'un épisode de SmackDown, elle prend d'assaut le ring avec une poêle. Elle le frappe à la tête, lui arrache son pantalon, se promène en le portant et le force à finir la scène en tablier. La foule explose, le dur à cuire émasculé sous les yeux de tout le monde. Ça prépare leur match Good Housekeeping à No Mercy. Une stipulation où tous les articles ménagers sont légaux. Ils se battent avec des balais et des tartes et elle le cloue après lui avoir écrasé une guitare sur la tête. Jarrett part à la WCW le lendemain. Chyna repart avec le championnat intercontinental et une place dans l'histoire. La WWE adore citer la ceinture. Elle montre rarement le tablier, le pantalon arraché et la scène de travestissement qui a fait hurler les fans si fort, censurée. Début 1999, Mark Henry joue le personnage de Sexual Chocolate, un homme à femme libidineux. Il commence à flirter avec Chyna, qui fait semblant de lui rendre l'appareil pour le piéger. Le 18 janvier, à Raw, elle lui dit qu'elle a un ami qui veut le rencontrer. Il s'appelle Sami. Henry arrive sur le ring, sa vraie mère est au premier rang. Sami enlève sa perruque. C'est un homme travesti. Henry a un haut le cœur et vomit. Chyna rit et lui assène un coup bas vicieux, le laissant se tordre devant sa mère horrifiée. Ce sketch était tellement intentionnellement cruel, il reflétait la mentalité de l'Attitude Era où tout était permis. Aujourd'hui, la WWE évite de le rejouer parce qu'il repose sur de l'humour transphobe et des humiliations publiques effacées. 30 avril 2001. Raw. Chyna défend le championnat féminin contre une jeune Trish Stratus. À l'époque, Trish est encore en train d'apprendre les ficelles du métier. Le match est une destruction unilatérale. Chyna lui assène un coup de poing, la jette comme une poupée de chiffon, la cloue au sol après un powerbomb. Trish n'attaque pratiquement pas. Les commentateurs insistent, Chyna est inarrêtable. Aujourd'hui, la WWE considère Trish comme une grande championne de tous les temps. Et c'est pour ça qu'elle mentionne rarement ce match
où elle a semblé complètement impuissante. Ce match est un rappel de l'avance de Chyna sur toutes ses contemporaines. En force, en présence, en tout, minimisé. Fin 1999. Chris Jericho est un heel en devenir, qui prend plaisir à se moquer de Chyna, parce qu'elle veut lutter contre des hommes. Au Survivor Series 1999, elle le bat pour conserver le titre intercontinental. Un powerbomb, une cheville accrochée. Victoire. Ce que la WWE ne te montre pas, c'est ce qui se passe dans les coulisses. Jericho a admis publiquement qu'il n'aimait pas perdre contre une femme. Il se plaignait qu'elle était raide sur le ring. Il prétendait qu'elle lui avait fait un œil au bord noir. À Armageddon, en décembre, il reprend le titre. Les deux sont brièvement déclarés co-champions après une fin controversée. Un compromis qui tentait de plaire à la fois à la foule et au vestiaire. La WWE se penche rarement sur les subtilités de cette querelle, parce qu'elle explose les politiques de genre à l'intérieur de la compagnie. Des catcheurs masculins qui faisaient du lobbying pour ne pas avoir à vendre les frappes d'une femme. Tabou. Chyna sort avec Paul Levesque, Triple H, depuis 1996. Au début, ils gardent leur relation secrète. Ils ne veulent pas que les gens pensent qu'elle a dormi pour arriver au sommet. En 2000, Triple H joue une storyline où il épouse Stephanie McMahon à l'écran. C'est de la fiction. Du divertissement. Mais à un moment, la réalité et la fiction se brouillent. Chyna déclare plus tard qu'elle a trouvé une lettre d'amour de Stephanie dans le sac de sport de Triple H. Une vraie. Elle confronte Vince McMahon. La réponse de Vince, il lui dit de rentrer chez elle et de se calmer. Elle essaye de parler à Stephanie, elle est repoussée. Peu après, elle reçoit un fax. Un fax qui lui annonce que son contrat ne sera pas renouvelé. La WWE n'a jamais confirmé ce récit, mais de nombreux initiés en ont corroboré des parties. Et il y a un autre facteur, l'argent. Lors des négociations en 2001, Chyna aurait demandé une garantie d'1 million de dollars, comparable à ce que gagnaient Stone Cold et The Rock. Jim Ross lui aurait offert 400 000 dollars. Il précisait qu'avec les primes et les marchandises, elle pourrait dépasser le million, mais elle voulait que ce soit son salaire de base garanti. Elle estimait qu'elle méritait un salaire égal, compte tenu de ses réalisations historiques. Les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Son départ était devenu inévitable. Je m'arrête ici. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que Vince McMahon savait exactement ce qui se passait entre Triple H et Stephanie? Ou est-ce qu'il a laissé faire pour faciliter la transition? Tous vos commentaires, donne-moi ton verdict. Après avoir quitté la compagnie, Chyna tente de se réinventer. En novembre 2000, elle pose pour Playboy. Ce numéro bat les records de vente établis par Sable en 1999, prouvant son attrait pour le grand public. La même année, elle publie une autobiographie, If They Only Knew, qui figure sur la liste des best-sellers du New York Times. Mais malgré ses succès, elle a du mal à trouver un emploi stable dans le catch. Quelques spectacles au Japon, des émissions de télé-réalité. En 2011, la TNA, aujourd'hui Impact Wrestling, annonce que Kurt Angle aurait un partenaire mystère pour affronter Jeff et Karen Jarrett lors de Sacrifice. Quand Chyna apparaît dans l'épisode d'Impact 12 mai, les fans sont stupéfaits. Elle n'avait pas lutté à la télévision américaine depuis 10 ans. Elle et Angle appliquent des clés de cheville, forçant les Jarrett à s'incliner. Il était question qu'elle revienne régulièrement. Mais la TNA s'est dégonflée quand il est apparu qu'elle poursuivait en même temps une carrière dans le cinéma pour adultes. Vince McMahon aurait été furieux qu'une star qu'il avait créée apparaisse dans une promotion virale. Cette prestation unique reste un joyau caché que la WWE ne reconnaît jamais. Après la WWE, Chyna commence à fréquenter Sean Waltman, soit X-Pac. Leur relation est passionnée et destructrice. Ils enregistrent une vidéo privée. Quand elle est divulguée, ils décident de la vendre plutôt que de la laisser circuler gratuitement. Elle sort en 2004 sous le titre One Night in Chyna. Plus de 100 000 exemplaires vendus.
un sujet dans la culture pop. Chyna déclare par la suite qu'elle avait été droguée lors du tournage et qu'elle n'avait pas consenti à sa diffusion. X-Pac insiste sur le fait qu'ils avaient tous les deux donné leur accord et qu'elle avait signé un contrat. En 2005, elle est arrêtée après avoir prétendument agressé X-Pac devant ses enfants. Allégations d'abus, de dépendance, d'exploitation. Et voilà, le double standard. X-Pac a depuis été intronisé à 2 reprises au Hall of Fame de la WWE. Elle est restée à l'écart pendant des années. De poids, de mesure. Été 1998. DX et la Nation of Domination se livrent à une querelle acharnée. À un moment, DX parodie la Nation avec du blackface. Quelques semaines plus tard, The Rock riposte. Il monte sur le ring avec la Nation, enferme DX dans son vestiaire avec un chariot élévateur et appelle Chyna à sortir. Une fois sur le ring, il la réprimande, la traite de tous les noms, suggère qu'elle est un monstre, laisse entendre qu'il pourrait l'embrasser. Les membres de la Nation saisissent ses bras, la forcent à s'agenouiller, juste avant que The Rock puisse l'embrasser. Shawn Michaels se libère et arrive en courant. Ce segment était censé montrer la cruauté de The Rock et susciter la sympathie pour Chyna. Il a mal vieilli. La WWE diffuse rarement ces séquences aujourd'hui. Sexisme et racisme désinvolte, trop difficile à défendre. Et il y a aussi Latino Hit. En 2000, Chyna s'allie à Eddie Guerrero. Eddie lui fait la cour, elle joue le jeu. Ils forment un couple à l'écran. Une athlète pionnière réduite à un plaisir pour les yeux. La WWE montre rarement cette séquence aujourd'hui. Présenter les femmes comme des accessoires, même les plus grandes d'entre elles. Et Judgment Day 2001, son dernier match à la WWE, elle défend le championnat féminin contre Lita. Au cours d'une scène où elle soulève Lita, son haut glisse et révèle sa poitrine. La caméra coupe rapidement. Le match continue, mais c'est ce moment dont les fans se souviennent. Aujourd'hui, la WWE a édité le match. Pour les versions modernes, elle évite d'en parler. Des athlètes qui voient leur dignité compromise par des problèmes vestimentaires indépendants de leur volonté et dont l'histoire entière est résumée à ça. Voilà le cœur du problème. Et la WWE ne peut pas s'en sortir proprement. Quand Sable a posé pour Playboy en avril 1999, la WWE en a fait un battage médiatique à la télévision. Des séquences de Sable en train de signer des magazines. La compagnie se vantait de battre des records de vente. Quand Chyna a posé en novembre 2000, la WWE l'a fortement promu. Ils ont même intégré ça dans des intrigues. Les membres de Right to Censor qui l'a condamné pour cette mise à nu. Le numéro pulvérise le record de vente établi par Sable. Chyna a déclaré qu'elle voulait inspirer les femmes qui ne correspondaient pas aux normes de beauté conventionnelles. Montrer que les muscles pouvaient être sexy. Elle est revenue pour un deuxième Playboy en 2002. La WWE était ravie. Ensuite, elle signe avec Vivid Video, tourne dans l'industrie pour adultes, et là, Triple H se déclare publiquement sur le podcast de Steve Austin en 2015 qu'il craint que les enfants recherchent son nom en ligne et trouvent du contenu explicite. Attends un peu. La même compagnie qui faisait la promotion de ses Playboys sur Monday Night Raw s'inquiète maintenant des enfants. Des stars masculines comme Shawn Michaels ont posé pour Playgirl. Hulk Hogan est apparu dans une sextape divulguée, a proféré des insultes raciales. Leur héritage reste intact. Chyna a été jugée différemment. En 2000, elle participe à l'émission radio de Howard Stern. De son propre aveu, elle se ridiculise, elle bafouille, divague. À un moment, elle dit à Stern que si quelqu'un lui mettait une ligne de cocaïne sur le nez, elle le ferait. À la fin de l'entretien, elle est en larmes. Par la suite, elle s'inscrit dans un établissement pour dépression. Décide d'arrêter de boire. Stern la réinvite plus tard. Sa deuxième apparition est tout aussi chaotique. Début 2008, elle rejoint Célébrité Rehab avec Dr. Dre. Des caméras qui la suivent tout au long de son traitement. Elle insiste à plusieurs reprises qu'elle n'est pas une toxicomane et n'apprécie pas d'être étiquetée comme telle. L'émission documente alors son éloignement de sa famille, son deuil non résolu de son père.
sa relation toxique avec X-Pac. La WWE n'a jamais fait référence à ces émissions. Elle ne correspond pas à l'image d'un membre du Hall of Fame. Mais ce que personne ne dit, cette descente n'est pas tombée du ciel. Elle a été plantée par des années de manipulation, de trahison et d'abandon. En avril 2016, Johnny Lawler le quitte. Une overdose accidentelle de médicaments sur ordonnance et d'alcool. Elle avait 46 ans. 2019, la WWE annonce que Chyna entre au Hall of Fame. Mais pas seule. Elle rentre avec la D-Génération X, en tant que membre du groupe, pas en inducté solo. X-Pac a eu le droit à une induction solo au Hall of Fame. X-Pac, la même Chyna qui battait des hommes en one-on-one pour le championnat intercontinental, la même Chyna dont les Playboys pulvérisaient tous les records, la même Chyna que la WWE a encaissé pendant des années. Depuis, il y a eu une lente réévaluation. Des catcheuses comme Beth Phoenix ont reconnu qu'elle les avait inspirées. Les commentateurs la qualifient désormais de pionnière. Les jeunes fans regardent ses matchs sur les réseaux et s'émerveillent de sa force. Mais la compagnie évite toujours les segments les plus provocants, parce qu'on ne peut pas les défendre proprement, parce qu'ils révèlent trop de choses. Quand on rassemble tous ces éléments, on obtient une image plus précise de Johnny Lawler. Elle était désordonnée, provocante, parfois autodestructrice. Elle était aussi pionnière, charismatique, incroyablement forte. Elle aimait son métier, mais refusait d'être limitée par lui. Elle a payé un lourd tribut pour avoir repoussé ses limites. On lui doit de se souvenir de tout, pas seulement du montage aseptisé. Si ce dossier t'a marqué, il y a un autre cas dans mes archives qui suit exactement le même schéma. Un talent au sommet, brisé par les jeux de pouvoir des McMahon, les mêmes mécaniques, le même effacement. Clique sur ce dossier juste ici. Le kayfabe est brisé. On se retrouve de l'autre côté. Ciao.